Cette semaine, je vous préviens, ça ne sent pas la joie. Entre une économie américaine qui donne des signes de fatigue, un SMI qui essaye de garder le cap au milieu de la tempête, mais c'est pas facile, et une guerre commerciale qui tourne en rond, on a de quoi parler, de quoi causer, même si la semaine aura été tronquée par le long week-end de Pâques. Mais Powell est dans les cordes à cause de l'économie, des taux et de Trump qui lui tire dessus à boulet rouge. Christine Lagarde baisse les taux, mais commence à flipper à cause de la croissance qui ne ressemble plus à rien dans l'Union européenne, même si tout le monde claque du fric pour acheter des armes. Et puis Trump continue à nous rythmer les semaines comme il sait si bien le faire, en jouant le ventilateur avec les bras et en criant très fort dans un micro. Je crains que ça ne soit pas terminé malheureusement, et pendant ce temps, Jensen Huang met un costard. Vous êtes dans le Swiss Bliss, nous sommes le 19 avril 2025 et je suis Thomas Vaillet. Eh oui, encore moi. Cette semaine, on a donc vécu un peu sur le concept de deux salles, deux ambiances. L'Europe s'en est plutôt bien sortie et les USA souffrent toujours des tensions commerciales avec le reste du monde, ainsi que des déclarations, bien sûr, de Donald Trump. Les semi-conducteurs sont les grosses victimes de la semaine. AMD, Nvidia rament à cause des exportations pour la Chine, vu que Washington est en train de tout compliquer. D'ailleurs, regardez cette photo. Et d'habitude, le monsieur à gauche, là, il porte une veste en cuir et pas un costard. Et sur le bras gauche, il a un tatouage avec le logo de Nvidia. Oui, c'est Jensen Huang, le CEO de Nvidia, qui vient de boucler sa 3e visite officielle en Chine en très peu de temps. Alors le monsieur avec qui il parle, c'est Ren Hongbin. Alors Ren Hongbin est membre suppléant du 19e comité central du Parti communiste chinois. Il a reçu plusieurs distinctions, dont le prix China Young Entrepreneur Management Innovation Gold Award et le titre de National Outstanding Entrepreneur. C'est un monsieur qui compte énormément en Chine, économiquement parlant. Visiblement, les droits de douane américains font mal à Nvidia, mais l'argent continue de chuchoter aux oreilles de Jensen Huang, à moins qu'il était aussi là-bas pour aller manger au Panda Gourmand dans la banlieue de Pékin. On notera aussi qu'ASML avec une sale semaine, avec une guidance très prudente, et puis ce jeudi matin, nous avons eu également TSMC qui a publié, on n'a pas eu le temps d'en parler jusque-là, le géant taïwanais des semi-conducteurs a sorti des chiffres bien meilleurs que prévu pour le premier trimestre. Résultats en hausse de 60%, revenus en progression de 41%, et des marges brutes qui tournent fièrement à 58,8%. Bref, du solide, et ça rassure pour le thème de l'IA qui continue à porter la tech mondiale, même si c'est plus discret en ce moment. Mais bah ouais, parce qu'il y a toujours un mais en saison de publication. TSMC commence à parler comme tout le monde va parler dans les semaines qui viennent. En gros, on est content, tout va bien, mais on regarde quand même avec inquiétude ce que Trump va faire avec ses tarifs. Le directeur financier de la boîte, Wendell Wang, explique que la demande liée à l'intelligence artificielle continue de soutenir l'activité, mais que les risques liés aux politiques douanières flottent comme un nuage noir au-dessus de leur carnet de commandes, comme pour tout le monde. Et il ajoute, comme tout bon CFO bien briefé par son team de communication, on n'a pas encore vu de changement de comportement dans nos clients, mais on reste prudent. En clair, TSMC cartonne aujourd'hui en ce moment, mais demain, c'est pas aussi clair que ça, surtout si Trump monte les droits de douane à 1000%. L'optimisme pourrait vite se dissiper de ce côté-là. Et cette petite musique-là, on va l'entendre dans 90% des calls post-résultats dans les semaines à venir, je vous l'ai déjà dit, faites-moi confiance, personne ne va prendre de risques et tout le monde va se protéger. Ah oui, et puis TSM a également annoncé au passage qu'ils ont des projets de développement aux USA. Tiens, on dirait que de plus en plus de monde ne sont pas d'accord avec Trump, mais ils l'écoutent quand même, parce que tu comprends, à cause de l'argent. Et puis en toute fin de semaine, jeudi soir, alors que tout le monde se préparait à partir en week-end, il y a Netflix qui est arrivé. Alors Netflix a clairement dépoussiéré les attentes de Wall Street avec un chiffre d'affaires de 10,54 milliards de dollars au premier trimestre, un poil au-dessus des prévisions. Le bénéfice par action a explosé les compteurs, 6,61 contre 5,71 attendus. Merci les séries à succès et les abonnés accros aux cliffhangers. Côté gouvernance, changement de casting, Reed Hastings passe en mode président non exécutif, histoire de laisser tourner la machine sans trop de hands-on dans la lignée de son plan de succession. Et malgré l'ambiance mondiale façon épisode de Black Mirror, Trump, tarif douanier, incertitude, Netflix annonce des perspectives de croissance optimistes avec 11,04 milliards de revenus attendus pour le Q2. En résumé, Netflix cartonne, hausse les prix, gagne des abonnés et continue comme si de rien n'était, même si la Maison Blanche
continuent de jouer avec des grenades tarifaires juste à côté. Bon, en même temps, ils exportent pas grand-chose à Netflix et personne va arrêter sa série préférée en cours de route parce que tu payes le Dom Pérignon plus cher. Pendant que les Américains vivaient au rythme de leur président, des semi-conducteurs et de Jérôme Powell qui ne voulait plus soutenir le marché en cas de catastrophe et qui renonce à baisser les taux pour le moment, l'Europe passait une un peu meilleure semaine avec la baisse des taux du côté de la BCE. La BCE a donc baissé les taux de 25 points de base comme prévu, mais surtout, elle commence à flipper sérieusement au sujet de la croissance. Christine Lagarde a passé plus de temps à parler d'incertitude que d'inflation, ce qui n'est pas forcément bon signe. L'inflation sous contrôle, selon eux, la croissance menacé par les ménages frileux, les marchés nerveux et Trump qui joue avec les tarifs comme un pyromane dans une usine de feux d'artifice. Le mot d'ordre c'est « on reste data dépendant et on avance réunion après réunion ». Traduction « on improvise ». Mais avec la classe. Résultat, une nouvelle baisse des taux reste sur la table parce que même si c'est pas encore la panique, on est quand même pas loin d'appuyer sur le bouton rouge. On notera aussi qu'en Allemagne, le moral des investisseurs s'est effondré comme rarement au mois d'avril après une forte hausse en mars grâce aux 1000 milliards de nouveaux investissements dans l'infrastructure et dans la guerre, enfin surtout dans la guerre. Eh bien ce mois, le ZEW a été miné par l'avalanche de droits de douane ordonnée par Donald Trump. Sur un mois, l'indicateur s'est vautré de 65,6 points pour tomber dans le rouge à moins 14. Chez nous, en Suisse, le taux de chômage reste stable, mais le climat de consommation se dégrade. L'indice PMI manufacturier est passé juste en dessous des 50. Et quand on sait que la Suisse est un pays de métronome industriel, ça veut dire ralentissement en approche. Les exportations résistent, notamment grâce à la pharma, mais attention au franc fort qui pourrait nous faire une petite crise de nerfs face au dollar. Le PPI, l'indice des prix à la production et à l'importation, a augmenté de 0,1% en mars par rapport au mois précédent. Et les prix des denrées alimentaires ont particulièrement grimpé. Une bonne occasion que je me mette au régime. Bref, on n'est pas en récession, mais on commence à sentir que l'effet cocon suisse, ça craque un tout petit peu aux entournures. Et puis maintenant, on fait rapidement le tour de la thématique des tarifs. Alors, le plus croustillant cette semaine, c'est Trump qui a passé son temps à multiplier les discussions bilatérales. Il a annoncé qu'un accord avec la Chine pourrait être trouvé dans les 3 à 4 semaines. Pour l'instant, c'est que des mots, aucun accord de signé, mais les 245% de droits de douane sont bien réels. Sauf que la Chine n'exporte plus rien depuis qu'on a passé les 50. Il peut donc frimer et monter à 1000%, ça ne devrait pas changer grand-chose. Avec l'Europe, il promet un accord 100% certain, même si c'est surtout avec Giorgia Meloni qui est à la Maison-Blanche et qu'elle ne représente pas l'Europe, mais juste l'Italie. Mais l'UE attendra jusqu'au 14 juillet avant de riposter apparemment. Il y aura du boulot au 14 juillet. Corée du Sud, Japon, Mexique, discussion engagée, communiqué positif, mais rien de concret. En gros, Trump fait du bruit, les marchés espèrent, et pour l'instant, ça tourne en rond. D'ailleurs, regardez juste cette image qui résume absolument tout sur la guerre des tarifs qui fait rage en ce moment. Vous voyez qu'on va toujours au même endroit et on finit toujours avec la même réaction et pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Et pendant ce temps, Powell aussi, il rame. Il est censé piloter la politique monétaire et pour l'instant, il subit surtout les caprices tarifaires comme tout le monde. Il a même déclaré que l'inflation créée par les tarifs risquait d'empêcher la Fed d'agir en cas de ralentissement. On en a parlé jeudi matin. Autrement dit, la Fed est paralysée et Trump parle de foot Powell dehors. On en a parlé dans la vidéo hier. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Pour le moment, je ne vous apprendrai rien. Les investisseurs sont suspendus au tweet de Trump et aux faux espoirs d'accord. Et puis, il y a 2 graphiques que j'aimerais vous montrer cette semaine, histoire d'apporter un peu d'eau à la réflexion de l'économie US qui va super bien. Premier graphique, le nombre d'Américains qui ont plusieurs jobs en même temps. Alors là, on est à des niveaux records depuis bien longtemps. Depuis la crise des subprimes, carrément, c'est pas du multi-projet sur LinkedIn, c'est du « je bosse la nuit chez FedEx pour payer mon loyer ». Et ça veut pas dire qu'on est au mieux de sa vie quand on doit gérer 3 jobs en même temps et dormir sur un parking surveillé avec des vigiles. Si l'inflation continue de baisser à ce rythme et que l'économie ralentit à ce rythme, eh bien, potentiellement, ça va être du velours pour Powell. Il n'aura plus qu'à baisser les taux pour relancer l'économie. Deuxième graphique, le nombre de faillites d'entreprises aux USA, plus élevé aujourd'hui qu'au plus fort du Covid. Ça se passe de commentaires. On vit une dissonance économique où la bourse fait semblant de ne rien voir pendant que l'économie réelle commence à tirer la longue. En résumé, ce qu'on voit surtout cette semaine, c'est une forme de fatigue des marchés. Les thèmes sont recyclés, les réactions aussi, mais la réalité, elle, pour l'instant, elle avance petit à petit, mais l'économie,
elle semble quand même tirer la langue. Surtout aux États-Unis, ça va pas forcément mieux en Europe. En gros, c'est pas vraiment l'euphorie. On peut dire que les gens en ont marre de l'incertitude et on aimerait juste que ça se stabilise. Pas de chance, parce que pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. La guerre commerciale, ça n'est pas un jeu de stratégie, c'est un rouleau compresseur. Et pendant qu'on regarde les indices boursiers comme un lapin dans la lumière des phares, l'économie réelle, elle est en train de couiner, qu'on se le dise. On attaque avec les performances de la semaine. Alors, comme vous le voyez, c'est pas Byzance. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le Philadelphia Semiconductor s'est fait démonter, on en a parlé tout à l'heure, moins 4%, et puis tout le reste des indices peinent vraiment assez fortement aux États-Unis. Ça va mieux en Europe, vous le voyez, puisque le CAC récupère 2,5%. Il faut dire que comme on avait un peu des séances inversées la semaine dernière, on a juste rattrapé ce que les Américains avaient gagné la semaine d'avant. Enfin bref, résultat, on est plus ou moins even. Le CAC 40 prend 2,5%, le Nikkei reprend 3,4%, le SMI 3,75%, le DAX 4,08%, c'est l'euphorie. Et le pétrole rebondit également à 5,17. On verra le graphique tout à l'heure. Du côté de la Suisse, eh bien, vous voyez que sur la semaine, c'était plutôt positif sur le SMI, parce que je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça, mais tous les titres du SMI terminent en hausse. Bon, il faut dire là aussi qu'avec la semaine de merde qu'on a passée la semaine dernière en Suisse, eh bien, il y avait de quoi rattraper. Donc, vous voyez comme c'est quand même très beau rattrapage chez Novartis, très beau rattrapage chez Nestlé, très beau rattrapage chez Roche. Là aussi, ils avaient tellement cotisé la semaine dernière que ça s'explique et ça se justifie parfaitement. Même Richemont, qui a tout de même souffert un petit peu de l'histoire des droits de douane et en plus des chiffres de LVMH en début de semaine, on va y revenir dans un instant, eh bien même eux, ils ont quand même réussi à terminer la semaine en hausse que de 0,85%, mais en hausse quand même. Et puis l'UBS rame toujours, plus 0,83%, pas beaucoup de nouvelles sur les bancaires. Mais malgré les chiffres, les bons chiffres du secteur bancaire, on attend la publication de l'UBS bientôt pour voir ce qu'il en est de leur côté. Ce sera très intéressant à observer. Et l'UBS publiera ses chiffres le 30 avril 2025. Il faudra encore patienter un petit peu. On fait le tour des graphiques qui sont en mode consolidation. Vous voyez le SMI, donc après la semaine dernière qui était un petit peu compliquée, ça s'est un petit peu stabilisé en termes de volatilité. On revient gentiment dans notre canal haussier sur le SMI, donc là c'est plutôt constructif, on espère qu'on va réussir à tenir, à se stabiliser au niveau des 11 600 pour pouvoir recommencer une nouvelle phase haussière. Pour l'instant on hésite un petit peu et encore une fois le juge de paix sera clairement les droits de douane, mais visiblement on a l'air d'avoir cleané les exagérations de la semaine dernière sur le SMI et ça c'est plutôt encourageant. Vous voyez que tout ce qui avait vraiment coûté très très cher eh bien, a été effacé et on revient un petit peu dans un environnement, j'ai envie de dire, normal. Pas complètement normal, mais beaucoup mieux qu'avant quand même. Le S&P 500, c'est un petit peu pareil. On a encore 16% de chemin avant d'aller chercher les plus hauts historiques. Ça fait un petit bout. Mais vous voyez qu'on a quand même une semaine un peu plus compliquée puisqu'on terminait un peu en bas. L'un dans l'autre, on a du boulot à faire. À noter cette fameuse dead cross que vous voyez sur le graphique ici. Le croisement de la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours. Mais alors, à noter, ce qui est assez intéressant, c'est que cette semaine, non seulement le S&P 500 a fait une dead cross, le Dow Jones a fait une dead cross, mais si vous lisez un petit peu la presse, un petit peu partout, on nous dit dans tous les sens que c'est pas grave, parce que de toute façon, statistiquement, sur une année, on est de toute manière beaucoup plus haut. Vous voyez que la dernière fois qu'on a fait une golden cross sur le S&P 500, eh bien, on était à 3936 sur le S&P, alors qu'aujourd'hui, on est à 5000... 5296 sur le S&P. Et si on va voir où était l'ancienne dead cross, ici, donc en mars 2022, là on était à 4477 et on est descendu jusqu'à 3931, donc pas non plus des variations monstrueuses, mais vous voyez que c'est sur une période de quelques mois, de 6-7 mois, et ensuite derrière on déclenche un grand mouvement haussier. Donc aujourd'hui, le grand courant du moment, c'est que tout le monde dit oui, on a déclenché des dead cross, mais sur le long terme, c'est pas grave. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on vit quand même minute par minute, mais on parle de long terme sur les graphiques. Vous avez le Nasdaq qui fait pas grand chose d'autre. Alors lui, il souffre avec la thématique des semi-conducteurs, mais bon, pour l'instant, on essaie de consolider. On revient sur les bas qu'on avait en septembre, août-septembre. Ici, vous voyez qu'on est revenu un petit peu sur les niveaux de 2024. On consolide. On n'a pas vraiment grand-chose où s'accrocher parce que, effectivement, vous l'avez vu, avec l'histoire des semi-conducteurs, ça pèse quand même pas mal sur la tech. Ça se voit sur le SOX qui, lui, est toujours au milieu de nulle part. Là, j'ai d'à peine à vous trouver un point de support. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne en dessus des 4250 pour revenir dans ce range qu'on avait ici à l'époque.
Mais pour l'instant, on en est bien loin. Il faut vraiment qu'on trouve la force. Alors, on a parlé du problème de Nvidia, on a parlé du problème de AMD. On aura les chiffres d'Intel la semaine prochaine. On a vu aussi que l'annonce des droits de douane qui seront suspendus pour les techs américaines devrait favoriser Apple. Mais finalement, ça n'a pas non plus été aussi génial que ça. On le verra entre autres sur Logitech en Suisse tout à l'heure. Le DAX, là aussi, on est bien remonté la semaine dernière. On est en train de revenir gentiment dans nos canaux haussiers sur le DAX. On avait vraiment cassé cette tendance. On a cherché les bas. Vous voyez, ça a quand même plutôt bien marché. Puisque là, le long term trend, on est juste allé le chercher quasiment, j'ai envie de dire, chirurgicalement. On est revenu pile poil dessus. Ça faisait quand même, on était à 19 000, on est déjà remonté quasiment à 21 000. Alors si vraiment vous avez eu le courage de jouer les bottoms, il y avait un truc absolument spectaculaire à faire sur le DAX qui tente encore une fois pour l'instant de remonter là-dedans. On a vu que le ZEW était tout pourri, mais que l'un dans l'autre, les gens croient quand même que les 1000 milliards qui ont été levés par le gouvernement pour relancer les infrastructures vont quand même payer à un moment ou un autre. Du côté de Paris, alors là c'est ping-pong on dirait, ils sont coincés dans un couloir, ils font pas grand-chose, on est à 7280, le marché aussi au milieu de nulle part, on cherche une direction. On a eu les chiffres de LVMH qui ont fait très mal au CAC la semaine dernière parce que c'est une grosse capitalisation et on n'arrive pas vraiment à retrouver la niaque. On sait que le reste des composants, ça va être difficile ces prochains temps. La semaine prochaine, il y a énormément de publications trimestrielles qui devraient être l'un de l'autre pas trop mauvaises parce qu'on a des attentes relativement faibles. Mais par contre, il faudra de nouveau, là aussi, faire attention à ce qu'ils vont nous annoncer. Je vous montre ça parce que ça se passe de commentaires, hein. C'est l'or. Quand on voit la verticalité de l'or, tout le monde est super bullish maintenant. On parle allègrement de 4000 sur l'or. Ça ressemble quand même, à la hausse verticale, ça ressemble quand même à une fin de mouvement qui va s'arrêter un jour ou un autre. Je ne sais pas où, mais à un moment donné, on ne peut pas lui demander de monter au ciel. Donc à surveiller quand même attentivement. On a eu des très très belles semaines sur l'or depuis quelques temps, hein, puisque si on se reporte juste au mois de décembre, on était à 2576. On a bientôt fait quasiment 800 $ de hausse sur l'or en quelques mois, donc attention quand même. Le pétrole, vous voyez le pétrole, on est encore loin de notre triangle pour l'instant. Une des raisons pour la hausse, eh bien, c'est les risques de pression commerciale des Américains sur l'Iran, etc., etc. Les tensions, l'OPEP qui devrait et qui pourrait éventuellement réduire sa production. On tourne toujours autour des mêmes histoires pour l'instant de toute manière. Mais en tout cas, c'est un bon petit rebond que nous a fait le pétrole en fin de semaine, puisque il y a quand même quelques jours, on était à 10 $ plus bas sur le baril et on revient gentiment. Maintenant, il faudra faire très attention parce que le retour sur la base de ce triangle-là sera très compliqué. Alors, pour repasser en dessus de cet ancien support qui devient résistance mathématiquement, ça risque d'être compliqué. Donc, à surveiller attentivement ces prochains jours. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain Swiss Bliss. On attaque maintenant avec les vedettes de la semaine. Du côté de chez Sandoz, le géant bâlois des médicaments génériques a déposé une plainte en matière de droit de la concurrence contre Amgen aux États-Unis devant un tribunal de Virginie orientale. L'ancienne filiale de Novartis accuse Amgen d'avoir bloqué la concurrence de biosimilaires d'Etanercept en achetant et en utilisant illégalement certains droits de brevet. Alors vous voyez que Sandoz, c'est assez spectaculaire ce qui se passe en ce moment sur le titre dans tous les sens. Ça veut rien dire, il n'y a vraiment rien à dire sur Sandoz, ça va dans tous les sens, on est passé de 26 au plus bas à 39 au plus haut, aucun sens, et l'annonce en fait par rapport à ce procès n'a absolument rien changé cette semaine sur Sandoz. Alors juste à surveiller le croisement des moyennes mobiles, mais comme on nous dit de toute façon depuis quelques jours, même sur les gros indices que ça n'a pas vraiment d'importance sur le long terme, on va dire la même chose. Logitech a survolé les débats en début de semaine. Ils ont profité du soulagement à cause de l'exemption des droits de douane sur les valeurs high-tech. On en a parlé lundi dernier. C'était lundi d'ailleurs. Le reste du secteur tech helvétique en a profité aussi. AMS Osram, Comet et Inficon ont toutes bien grimpé. Mais ça s'est tous plus ou moins dégonflé en fin de semaine à l'image de Logitech. Vous voyez le graphique de Logitech, ça ressemble à rien. Mais on voit que le pic de la bonne nouvelle n'a absolument pas été suivi derrière. Et on s'est redégonflé. On voit que c'est beaucoup trop dur en ce moment de croire vraiment sur le moyen long terme à ces annonces de Trump et c'est un peu ces effets de manche qui n'arrivent pas à perdurer dans le temps sur les marchés. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière sur la tech en Suisse. Swatch Group et Richemont ont souffert des résultats publiés par LVMH en début de semaine. LVMH a évoqué un contexte géopolitique et économique perturbé. Ils ont vu leur vente reculer de 2%, surtout aux États-Unis où le groupe réalise quand même un quart de son chiffre d'affaires. Et ils se préparent à surmonter les droits de douane américains. Donc par sympathie, tout le luxe était en souffrance.
Mais c'était pas non plus la catastrophe parce que finalement, on se rend quand même compte qu'on ne peut pas vraiment comparer LVMH qui ont des problèmes structurels bien particuliers à eux et avec Richemont ou Swatch qui ont des business complètement différents. Vous voyez le chart de Richemont, bah ouais, ça dit pas grand chose, on est au milieu de nulle part, on cherche un peu notre voie. Et Swatch Group, c'est pareil, sauf que ça a une moins bonne gueule, on va dire. On préférera toujours Richemont à Swatch pour l'instant. Mais on voit qu'après la cassure du grand support sur Swatch ici, bah on n'arrive pas vraiment à retrouver des couleurs et c'est pas des nouvelles qui viennent de chez LVMH qui vont nous aider à retrouver la niaque sur le secteur. Chez Sika, eh bien, on a dévoilé la performance des 3 premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 1,1% sur un an, 2,68 milliards de francs suisses. La croissance organique a quant à elle accéléré de 0,9% après seulement 0,2% il y a un an. C'est de la folie. On voit d'ailleurs que ça s'est bien senti sur le chart. Ça n'a absolument rien foutu. D'ailleurs, vous voyez que la plupart des titres ont ce genre de comportement. On est monté, mais après, on n'est pas vraiment confiant pour la suite des événements. Donc vraiment, techniquement, il n'y a absolument rien à dire ou rien à faire sur ce genre de boîte pour l'instant, tant que le ciel ne s'éclaircit pas un peu plus. Chez Nestlé, eh bien, on a réaffirmé ses ambitions lors de l'Assemblée Générale. Ils maintiennent leurs objectifs pour l'année en cours, à savoir des économies de 700 millions de francs suisses sur les 2,5 milliards prévus à moyen terme. Alors Nestlé, un peu à l'image des autres gros du SMI, Roche et Novartis, eh bien, on a une belle semaine parce qu'il fallait récupérer la tôle de la semaine dernière sur l'indice. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est tout de suite venu recombler le gap qu'on avait laissé l'autre jour, donc ça c'est oublié. Maintenant on peut espérer qu'on reparte en direction de 92 pour reprendre notre chemin à la hausse, mais ça de nouveau, ça dépendra de l'environnement global parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, à moins de sortir des résultats stratosphériques la semaine prochaine, je suis pas sûr que Nestlé va réussir à pousser aussi fort dans cet environnement difficile économiquement parlant. ABB a annoncé des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre, tout en annonçant son intention de se séparer de sa division robotique. Ils ont aussi déclaré que le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements, ce qu'on appelle gentiment l'EBITDA, avait augmenté de 13% pour atteindre 1,59 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient, eux, sur 1,48 milliard. Et puis, ils vont surtout étendre leur production locale aux États-Unis et dans d'autres pays afin, tenez-vous bien, c'est une grosse surprise là, d'atténuer l'impact des droits de douane imposés par Donald Trump. ABB s'est déjà engagé cette année à investir 120 millions de dollars pour développer la production d'équipements électriques basse tension aux États-Unis sur ses sites du Tennessee et du Mississippi. Et ça va continuer à investir là-bas. Eh, ça continue. Voilà le graphique de ABB. On a essayé de tirer en fin de semaine sur les résultats, mais vous voyez que c'était pas très successful, surtout à la veille du week-end. Mais globalement, les résultats ont été quand même bien pris. Mais là aussi, vous voyez que ce genre de cassure monumentale qu'on a eu ces derniers temps rend assez difficile la lecture des graphiques. On est allé chercher sur ABB les plus bas de l'année dernière et aujourd'hui, on consolide sur ces mêmes niveaux à peu de choses près. Il faudra voir combien de temps on aura besoin de consolider pour réussir à trouver la force de remonter dans cette direction. Pour l'instant, on a l'air de vouloir essayer de construire un truc autour des 40 balles sur ABB. Chez VAT Group, on a fait un premier trimestre en demi-teinte, des commandes qui montent mollement, plus 2,5%. Les ventes progressent sur un an, mais reculent par rapport au trimestre précédent. Le carnet de commandes grossit, plus 4,7%. Mais les analystes sont déçus, on attendait mieux. L'entreprise reste quand même optimiste pour 2025, avec de la croissance attendue partout, vente, EBITDA, bénéfices et cash. Le moteur, la Chine qui accélère à fond vers l'autonomie technologique. C'est le CEO de VAT qui est formel, sanction ou pas, rien n'arrêtera à la Chine. Les droits de douane US, pas un problème pour VAT immédiatement, mais la visibilité, reste floue quand même. Un de plus qui a des problèmes de vision sur l'avenir. Voilà, VAT. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Moi, je vous avoue que pour l'instant, je vais penser qu'on va même plus regarder les graphiques parce que pour l'instant, ça ne ressemble plus à rien. On peut essayer de tirer tous les traits qu'on veut pour essayer de trouver des points d'entrée, mais pour l'instant, c'est très compliqué de trouver des points de support et des envies de choper des trends pour l'instant. Je pense qu'il faudra être un petit peu patient pour observer et utiliser les charts comme on les utilisait d'habitude parce que pour l'instant, la machine elle est un tout petit peu cassée. Pour l'instant, bien sûr. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Alors du côté du bâtiment, chez Burkhalter, on a vu un chiffre d'affaires augmenter de 5,4% à 1,2 milliard quasiment pour 2024, surtout grâce à la demande toujours très élevée de prestations techniques du bâtiment. Et puis, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre en Suisse ces prochains temps, l'entreprise se dit guère concernée par les droits de douane américains. Le fabricant de capteurs Sensirion ne voit pas non plus ses projets de croissance avec les capteurs de fuite de gaz aux États-Unis menacés par le conflit douanier actuel.
C'est le directeur général Mark von Waldkirch qui le dit dans une interview publiée par la Finanz und Wirtschaft. Le prestataire de services informatiques nidwaldien SoftwareOne détient désormais un total de 59,3 millions d'actions de son homologue norvégien Crayon, soit environ 66,2 du capital. À la fin de la période d'OPA, plusieurs actionnaires importants de Crayon soutiennent déjà la transaction, donc ça devrait se finaliser prochainement. SGS a signé un préaccord avec le ministère de l'économie des Émirats arabes unis pour surveiller la qualité des aliments et produits de grande consommation dans ce pays du Golfe. Sicor a vu ses recettes et ses entrées de commandes s'envoler au premier trimestre, soutenues par les acquisitions. Ils annoncent d'ailleurs la reprise d'une usine genevoise de Mercury et confirment ses objectifs pour l'exercice en cours. Et eux aussi, ils sont peu affectés par les droits de douane américains. Chez Kuros Bioscience, on a vu des revenus pratiquement doublés au premier trimestre 2025. Et ça, c'est toujours grâce à son produit phare qui s'appelle Magnetos, un substitut osseux, ça n'a rien à voir avec les X-Man. La société de biotechnologie informe qu'en raison des droits de douane américains, elle a encore augmenté ses stocks aux États-Unis. Là aussi, on en parle. Voilà ce que l'on pouvait dire en tous les cas de cette semaine raccourcie. Moi, je serai de retour mardi, à moins qu'il se passe un truc énorme dans la nuit de dimanche à lundi. Oui, parce que les Américains seront ouverts ce lundi et qu'on ne sait jamais. La semaine ne sera donc pas monstrueuse en termes de chiffres économiques, mis à part l'IFO en Allemagne qui sera pourri, certainement, en milieu de semaine. Ça sera vraiment pas la folie du côté économique. C'est cette semaine-là un peu calme au milieu du mois. Par contre, côté chiffre trimestriel, ça va commencer à chauffer. On notera et on retiendra Tesla mardi ainsi que SAP, Lockheed, GE Aerospace et Verizon. Puis mercredi, on scrutera Boeing, IBM, Chipotle, Texas Instruments et Lam Research pour les semis. Et puis jeudi, ce sera le tour d'Intel, Pepsi et Merck. Et vendredi, on terminera avec ABBV et Colgate. Et puis en Europe, on aura Essilor, Danone, Worldline, Bic en première partie de semaine. Et il y aura du très lourd des jeudis avec Nestlé, Roche, Sanofi, Air Liquide, BNP, Vinci, Thales, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Renault, STM. Et vendredi, ça sera le tour de Safran, Lagardère, Valeo. Et j'en oublie sûrement. En gros, il va y avoir du monde et des trucs à dire. Son côté qu'il reste le facteur Trump qui peut tout changer à tout moment. Imaginez qu'il trouve un deal avec la Chine mardi matin. Donc pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et puis si le cœur vous en dit, likez cette vidéo. Ça me donne une raison de plus de me lever le samedi matin. Partagez-la, commentez-la. Et nous on se revoit mardi matin. Et merci à tous d'être là. Le trafic explose ces jours et ça fait hyper plaisir. Bon week-end, bye bye.